C'était le samedi 23 avril 2022. À Rennes, des centaines d'habitants défilent pour exprimer leur colère. 10 jours plus tôt, Marita Kizimana a été retrouvée morte dans son appartement. Marco Katale-Kalala, son époux, a avoué l'avoir tuée. Tous les deux d'origine congolaise, vivaient dans le quartier populaire de Villejean. Tous ils ont fermé. Oh putain. Marco avait déjà été incarcéré pour violence conjugale en 2019. Alors pour les amis de Marie, ce féminicide aurait dû être évité. On ne peut pas se faire tuer comme ça. Même un animal, on ne fait pas ça. Ce drame a choqué la communauté congolaise de ce quartier, où Marie était appréciée de tous. Elle habitait Villejean depuis plus de 15 ans, au 5e étage de cette tour. Marie avait 45 ans. En plus de boulot d'intérim, elle vendait des perruques et des mèches. Elle avait installé sa boutique chez elle, où elle accueillait ses clientes. Marie était devenue une référence en la matière, connue de tout le quartier pour sa générosité et sa gentillesse. Marie a rencontré Marco en République démocratique du Congo en 2009. Ils se sont mariés 3 ans plus tard et Marco s'est installé avec elle à Rennes. Le couple a eu 2 petites filles et renvoyait alors l'image d'une famille heureuse et unie. Régine, une cliente devenue amie de Marie, les croisait régulièrement dans le quartier. Elle était très amoureuse, évidemment. Enfin, elle aimait beaucoup, beaucoup. Elle lui offrait des choses, elle le valorisait. De temps en temps, c'est papa Marco. C'était un couple qu'on avait envie, on enviait. C'était la belle vie, c'est le couple parfait, tout ça. Elle me dit, ah, et c'est là où je dis, mais oui, mais toi... Elle me dit, mais non, tu sais, c'est pas toujours la vie en rose, hein, tu vois, parce que Marco, il était très, très jaloux. C'est un homme qui était quand même possessif. Mais voilà, ça va pas durer, on va arrêter ça. Mais... Et donc, c'était un peu une surprise pour moi. En fait, Marco ne serait pas toujours l'homme idéal que les copines de Marie entreaperçoivent. Il vit de petits boulots en intérim et aime traîner avec les hommes de son quartier sur la dalle Kennedy, une esplanade en bas des tours. Ça, c'est les petits. Bon. Où on reste des après-midi à discuter. On les connaît, nous tous, on les connaît. Ils buvaient avec nous, ils venaient prendre une cigarette, ils fumaient la cigarette ici, avant d'aller chez lui. Ces 2 hommes ont bien connu Marco. Selon eux, d'un naturel réservé, il parlait peu de lui ou de sa famille. Ils le décrivent comme quelqu'un de calme, mais de toujours sous tension. Quel gâchis. Quel gâchis. Même quand il discutait avec du monde, mais les gens savaient que avec lui... La finition, c'est la bagarre. La finition étant la bagarre, donc essayons d'avoir des relations... De le toujours lui donner raison. Pourquoi vous dites ça? C'est des choses lorsqu'il parlait. Bon, au Zaïre, j'étais catcheur. Il était aussi, soi-disant, garde au corps d'un grand musicien zaïrois. Tu vois, il parlait toujours des problèmes de violence, la force. Et déjà, lorsqu'on parle, déjà, on l'appelle déjà maître. Comment ça? Pourquoi vous l'appelez maître? Il faisait du judo. C'est le nom qu'il s'était déjà donné lui-même. Vous-même, vous sentez que cette personne-là, Si je vous faites juste un pas de travers. Voilà. Bon. Voilà. Tout le monde prenait ses précautions. Dans le quartier, presque personne ne sait que Marco s'en prend physiquement à Marie. Pourtant, en 2013 déjà, elle a porté plainte pour violence conjugale. Une plainte classée sans suite. En 2016, après un nouvel acte de violence, Marco est obligé de suivre un stage au sein de cette association. 2 journées pour éviter qu'il récidive. Même à ses plus proches amis, Marie ne dit rien des violences qu'elle subirait. Mais elle se serait confiée à Régine, elle-même victime quelques mois plus tôt de son mari.
Il me disait, ah, il m'a frappé, il m'a boxé, tout ça. Mais moi aussi, je ne me suis pas laissée faire, tout ça. J'essaie de me défendre, tout. Puis j'ai dit, ah bon? Donc j'étais surprise en disant, ah, parce que pour moi, elle est forte. Hein. C'était une femme qui ne se laissait pas faire. Donc du coup, je ne comprenais pas. Ce qu'on dit chez nous, c'est vraiment une violence qui passe et qu'elle allait gérer ça. Et en plus, elle racontait, et puis à la fin, elle me disait, mais je gère, maman, je gère. Mais elle me disait, il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Il ne va pas m'avoir. Mais la situation ne va aller qu'en s'empirant. En décembre 2019, Marie se retrouve à l'hôpital, le visage tuméfié, au point de ne plus pouvoir ouvrir les yeux. Cette fois, tout le quartier est au courant et Marie ose parler. Audrey, une de ses amies qui vit entre la France et le Congo, s'en souvient encore. On m'a dit qu'ils avaient eu une dispute et Marco l'avait tapé jusqu'à les voisins ont dû appeler les pompiers et la police. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle me montre la cicatrice qu'elle avait au-dessus de l'œil, sourcil. C'était les coups de Marco. Et c'est là où j'avais senti que là, c'était pas de la blague, c'était pas de la plaisanterie. Et c'est là où elle me dit que c'était un homme violent. Il tape vraiment mal, fort, comme s'il est en train de se battre avec un homme avec vraiment des coups de poing. Ah, j'ai tombé de nu, j'ai dit, mais ah non, quand c'est comme ça, je pense qu'il faut faire quelque chose. Marie, fais attention, parce qu'on ne sait jamais, un jour peut te tuer comme ça. Hein. Dès le lendemain, Marie va porter plainte. Marco se présente à la police et est jugé en comparution immédiate. Il ne conteste pas les faits et est condamné à 18 mois de prison, dont 10 mois fermes. Quand il sort de prison, Marco est suivi par un agent de probation et a l'interdiction de contacter ou d'approcher Marie. Il se serait alors installé dans un autre quartier, au nord de Rennes. C'est ici que Rincia, une amie du couple, l'aperçoit régulièrement. Il n'était plus lui, c'était plus le même homme heureux qu'on avait vu quand il arrivait d'Afrique, qui s'affirmait en tant qu'homme. C'était une personne qui s'était recroquevillée. Je vous dis, l'été dernier, il était tout le temps comme ça. Tête baissée comme ça. Calme. On ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Quand je lui avais posé la question, elle a dit « Oh, rien, j'ai interdiction de la voir. Ah, les petites aussi, tu ne les vois pas ?» Non, les petites, je les vois, mais j'ai interdiction du foyer. Donc, pour nous, on savait qu'il la fréquentait plus, quoi. De son côté, Marie semble profiter d'une liberté retrouvée. Elle passe du temps avec ses amis et réalise même une opération de l'estomac pour perdre du poids. Elle avait le projet de reprendre sa vie en main. Elle partait faire ses achats, elle avait des projets au Congo, tout ça. Donc elle a commencé à bouger pas mal. Elle était vraiment libre, très très belle, sortir, joyeuse. Pourtant, peu à peu, malgré son interdiction de contacter Marie, Marco semble se rapprocher d'elle. On l'aperçoit régulièrement sur la dalle Kennedy. Et même parfois dans l'appartement de Marie. Quelques semaines avant le drame, une rumeur circule. Le couple se serait même remis ensemble, sans incident connu. Jusqu'au 11 avril 2022, quand dans la nuit, des voisins appellent la police. Ils ont entendu des cris. Sur place, les agents auraient fait le tour des étages, sans rien trouver d'anormal, et seraient repartis. Le lendemain, Marco se rend au commissariat, en état d'ébriété. Ce que dit, bien sûr, le mis en cause, qui est maintenant incarcéré, mais aussi des autres témoignages qu'on a pu recueillir. Il y a eu, semble-t-il, une querelle dans la soirée.
au moment où le couple va dans la chambre, qui va aboutir au décès de cette dame, d'après les éléments médico-légaux, par asphyxie. Marco a reconnu avoir étranglé Marie. Les faits se seraient déroulés entre les appels des voisins et l'arrivée des policiers. Aujourd'hui, les associations féministes de Rennes reprochent à la justice de n'avoir pas assez protégé Marie. Marco ne portait pas de bracelet anti-rapprochement et Marie n'avait pas de téléphone grave danger. L'élément factuel, c'est qu'on est dans une situation de reprise de vie conjugale et c'est vrai que ce ne sont pas les situations dans lesquelles on octroie ce type de dispositif parce qu'il faut que la victime soit demandeuse de ce type de protection-là. Si quelques semaines avant les faits, il y avait eu, je dirais, cette information de la reprise du couple, il y aurait eu une décision judiciaire. Donc c'est peut-être là, je dirais, dans la détection de ces remises en couple, que peut-être, je dirais, on peut encore améliorer les choses. Marco Catale-Kalala, qui reste présumé innocent, encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Ses avocats n'ont pas répondu à nos sollicitations. Les 2 filles qu'il a eues avec Marie, âgées de 7 et 9 ans, auraient été confiées à l'une de leurs grandes sœurs.